Tu savais que sur ton bateau aussi, il y avait des éléments qui étaient prévus pour disparaître au fur et à mesure? Allez, regarde ça. Mayday, Mayday, Mayday. Salut et bienvenue dans Sommeil des pratiques. Sans le savoir, tu utilises un bateau sur lequel des éléments sont prévus pour être détruits. Que ce soit par le temps, par la mer, par les embruns, par le vent ou les températures, inévitablement, à un moment ou à un autre, ces différents éléments devront être remplacés. Ces éléments sont appelés des éléments martyrs ou sacrificiels. Le but n'a pas changé depuis les sacrifices rituels, tu sais, ceux où on allait tuer des gens pour honorer quelques divinités ou quelques croyances. On détruit quelque chose de plus facile, de plus fragile ou de plus faible au bénéfice de quelque chose qui est plus coûteux, plus fragile, plus important ou qui serait plus compliqué de remplacer. Tous ces éléments sacrificiels ou martyrs, appelez-les comme tu as envie, ont un trait commun, c'est qu'ils sont relativement facilement démontables sur ton bateau pour pouvoir les remplacer, justement. Et lorsque je dis rapidement ou théoriquement facilement démontables, c'est aussi selon la fréquence à laquelle tu les remplaceras et à laquelle tu feras l'entretien qui fera qu'ils seront plus ou moins faciles ou plus ou moins compliqués à démonter ou à remplacer. Tu te sens prêt? Bon, on va faire le tour de ces éléments. Le tout premier auquel tu penses, j'en suis sûr, c'est l'anode. C'est un peu compliqué. Bon, c'est de la chimique des métaux et c'est pas trop mon domaine. Doc Nozman, dont le compte est cité, sera 100 fois plus compétent que moi pour t'expliquer ce que c'est que l'électrolyse et à quoi c'est dû et comment ça fonctionne. Pour le moment, tu gardes en tête que tu sacrifies cette anode au bénéfice de quelque chose d'autre qui servirait d'anode si jamais il n'y en avait pas. Cette autre chose, tu t'en doutes, est extrêmement coûteuse, ou en tout cas plus coûteuse que l'anode en elle-même, d'où l'intérêt de parler de quelque chose de sacrificiel. Il y a généralement plusieurs anodes présentes sur un bateau, une à proximité de l'hélice et hors-bord, une sur l'arbre d'hélice pour les voiliers, parfois une sur l'hélice en elle-même, sur les voiliers aussi. C'est dans le manuel du propriétaire de ton bateau que tu sauras où se situent ces différentes anodes. Il y a un autre martyr sur ton bateau auquel je suis sûr que tu ne penses même pas comme un martyr. En fait, tu le vois même pas le plus souvent sur ton bateau. Est-ce que t'as deviné? Je te parle de l'anti-fouling du bateau. Lui, pour protéger la carène, la coque de ton bateau des algues et autres mollusques qui, à la longue, viendront créer de l'osmose, il s'érode au fil des navigations pour décrocher ses envahisseurs. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'un bateau qui reste dans l'eau toute l'année doit avoir un antiséditure neuf à chaque saison, là où un bateau qui reste au sec, sur le terre-plein ou dans un port à sec, n'aura besoin d'un remplacement que toutes les 2 ou 3 saisons. La vie aquatique ne supporte pas de vivre hors de l'eau très longtemps. Légèrement plus visible, mais tout aussi sacrificielle, la planche martyre qui tient, pour les bateaux avec moteur hors bord, le moteur accroché au bateau. Lorsqu'elle fait son œuvre, l'hélice du bateau exerce une poussée vers l'avant. Cette force doit être transmise à tout le bateau pour qu'il se déplace, tu t'en doutes bien. Et c'est par l'intermédiaire de cette planche martyre, justement, que la force sera transmise. Cette planche martyre a donc 2 usages très importants. Le premier, absorber la poussée forte exercée par le moteur d'autre part. La seconde, passer une bonne partie de son temps immergé dans l'eau salée et donc en subir les assauts et les outrages. Et tu t'en doutes, ce sont 2 conditions qui la feront souffrir, et quelle que soit l'épaisseur de la planche et le nombre de couches de vernis marin que tu vas mettre, à terme, elle va finir par prendre l'eau, devenir moins solide et donc fera perdre de la puissance motrice à ton bateau. Les modèles en plastique sont beaucoup moins sensibles à l'eau, c'est évident. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils sont plus sensibles aux ultraviolets du soleil lorsqu'il est présent. Quel est l'élément qui, en dernier ressort sur ton bateau, qu'il soit à voile ou à moteur d'ailleurs, va venir absorber un choc si tu arrives trop vite face à un quai, par exemple? Si tu as répondu les pare-battages, mauvaise réponse. Ce dont je te parle là, c'est le liston. Le liston, c'est souvent vu comme élément décoratif, mais c'est aussi une des pièces sacrificielles du bateau. Au fur et à mesure des chocs qu'il va y avoir sur ton bateau, et je te promets qu'il va y en avoir, ce liston va s'user, se déformer, se couper pour absorber les impacts et ne pas blesser le gel-coat du bateau en lui-même. C'est la raison pour laquelle le liston se trouve toujours décalé de quelques centimètres, parfois quelques dizaines de centimètres du reste de la coque du bateau. Il évite ainsi que le choc ne se fasse sur la partie sensible du bateau, sa coque. Le plus souvent, le liston est fabriqué dans un matériau souple et qui absorbe l'énergie du choc, pour éviter que ton bateau ne subisse trop directement la violence de l'impact. Sur certains bateaux, le liston sera en inox, en tout cas sur sa partie extérieure. Le plus souvent, la partie intérieure, donc en dessous le liston, se trouvera un élément un petit peu plus mou, comme du caoutchouc ou du néoprène, par exemple, pour absorber la violence des chocs éventuels. Si tu navigues en hors-bord, pour apporter le carburant et l'électricité à ton moteur d'une part, pour sa direction hydraulique ou mécanique, ou même pour remonter les informations de ton moteur vers le cockpit, tout passe par des soufflets qui évitent à l'eau de pénétrer la structure de ton bateau, et des durites qui, eux aussi, sont soumis à de fortes contraintes climatiques.
Ces soufflets et ces durites font partie des éléments martyrs du bateau qu'il faudra remplacer lorsqu'ils seront abîmés ou lorsqu'ils ne feront plus leur effet. C'est relativement facile à savoir. Pour les soufflets, par exemple, s'ils sont trop secs, ils deviendront cassants et donc laisseront passer l'eau. Ou alors, ils deviendront très clairs parce qu'ils ont été surexposés au soleil, et de même, ils deviendront très fragiles et laisseront passer et pénétrer l'humidité. C'est selon, d'une part, les préconisations du fabricant et d'autre part, la zone de navigation sur laquelle tu te trouves et enfin, la fréquence à laquelle tu sors qu'il faudra remplacer ces soufflets. En général, c'est entre tous les 2 et 5 ans selon les types de bateaux. Tu peux prévenir un petit peu leur usure en les recouvrant de graisse marine, mais bon, ce n'est qu'un pis-aller, tu gagneras quelques mois, ça ne viendra pas les protéger entièrement parce qu'à la longue, ils seront rincés par l'eau de mer dans laquelle il trempe, qui finira par retirer cette couche de protection. Et voilà. Ben, j'espère que ce médaille t'aura intéressé et que tu auras pu y apprendre quelques informations. N'hésite pas à le liker, à le partager et à t'abonner à ma chaîne, évidemment. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.